Alors bienvenue à tous. Bienvenue pour ce nouveau cycle de conférences. On se retrouve donc cette année autour d'un nouveau thème. Réunir pour une juste réalisation planétaire. Alors bien sûr, ça demande à être précisé. Réunir quoi? Une juste réalisation planétaire, c'est quoi? De quoi est-ce que ça parle? Et puis comment on s'y prend? Pour commencer, c'est vrai que la nécessité de réunir, ça semble pas être une mauvaise idée. Quand on regarde un peu autour de soi, on voit bien vite à quel point notre monde, il semble désuni, semble en désharmonie, rempli de conflits et de séparativité. Que ce soit au niveau Orient-Occident, que ce soit au niveau des religions, des idéaux, désunis au niveau politique, entre démocrates et républicains, entre la droite et la gauche, désunis entre conservateurs et modernistes, entre hommes et femmes, entre protecteurs de la nature, ceux qui s'en préoccupent pas, entre pauvres et riches. La liste serait évidemment trop longue. Et imaginer une réunification dans tous ces domaines, nous semble parfois totalement impossible. On le voit bien souvent comme un travail titanesque, un travail dont nous n'avons ni les moyens, ni le temps, ni même les capacités. Et sans vigilance de notre part, nous voyons même ces problèmes s'empirer de jour en jour. Et nous entretenons, sans le savoir, par notre supposée impuissance, toutes ces désunions. En fait, il faut bien comprendre que si nous vivons et voyons le monde de cette façon, désunis, c'est simplement que nous sommes victimes d'une désunion bien plus profonde, d'un manque d'unité et d'un problème de réunion bien plus important que ce que nous croyons. Même un problème de réunion fondamental, auquel nous devons nous consacrer urgemment. Celui de la réunion qui se cherche entre l'être que nous sommes, mais l'être avec un grand E, notre partie divine ou spirituelle, appelez-le comme vous voulez. Cette grande vie une que nous avons toujours été, que nous serons toujours. Ce gigantesque être conscience qu'on appelle aussi l'âme une ou l'âme planétaire, en qui nous avons le mouvement, la vie et l'être. C'est cette partie de nous, cette vie en nous que nous devons réunir à la vie de l'individu que nous croyons être. Cet individu unique, spécifique, particulier, que nous appelons la personnalité. Réunir car en réalité, nous n'en avons jamais été réellement séparés. C'est simplement sorti temporairement de notre champ de conscience. Et c'est seulement par cette réunion intérieure qu'une réunion sera possible dans les formes. Seulement par cette réunion qu'une juste réalisation planétaire adviendra. De quoi parlons-nous quand on dit réalisation planétaire? Le terme réalisation fait bien sûr référence à un but atteint, à un projet, un plan qui a pleinement abouti. Ça fait référence à quelque chose qui est devenu réel, bien tangible, réalisé. C'est simplement faire passer d'un plan abstrait à un plan concret. C'est intéressant de voir qu'on emploie ce mot réalisé dans différents contextes. Pour un projet immobilier, par exemple, tout simplement, une fois terminé, il devient une réalité. Et nous sommes passés d'un schéma, d'un plan à une maison. Mais c'est vrai aussi que c'est valable pour des plans plus subtils. Une émotion, par exemple, est bien reconnue comme une réalité. On dit qu'il est réellement triste, c'est devenu palpable. Une idée, c'est pareil. Nous savons bien tous, que plus ou moins, réaliser une idée, c'est-à-dire la faire passer du monde mental au monde physique. Une personnalité réalisée est aussi quelque chose que nous pouvons ressentir comme réel, comme tangible. Lorsque tout ce à quoi on aspirait, famille, maison, profession, loisirs, est un tant soit peu assouvi, lorsque nos désirs, nos aspirations intérieures sont comblés, quand la personnalité se sent être pleine des états d'être recherchés, confort, sécurité, abondance, on la dit et on la ressent comme étant accomplie. On ressent d'ailleurs une certaine aura, un rayonnement, une importance, une certaine densité. C'est réellement quelqu'un, on dit quelqu'un même qui pèse des fois. On sent comme ça qu'il y a quelque chose de tangible, de réel. Nous avons aussi des exemples et bien sûr des représentations de ce qu'on appelle une réalisation spirituelle, comme quelque chose de tangible, de bien réel. On évoque souvent le Bouddha, parfois les maîtres de sagesse, les grands êtres des diverses religions ou de la mythologie, qui ont incarné réellement une spiritualité. Mais qu'en est-il du coup d'une réalisation planétaire?
une réalisation d'ensemble, commune, comme un seul être. Mais il faut bien voir que nous appartenons tous à cette grande vie, ce grand être qui, comme tout être, a une intention de vie, un plan planétaire, une volonté de réalisation d'ensemble. Ah bon? Mais quel plan alors? Mais à travers plusieurs enseignements, à travers certains courants de pensée spirituelle ou philosophique, on retrouve des indices de ce plan. C'est vrai que nous avons déjà pas mal de fois évoqué ça dans d'autres cycles de conférences, et il nous est plutôt familier de parler ou d'avoir entendu parler de spiritualiser la matière, d'amener l'amour sur terre, d'incarner le divin, et plus précisément que les qualités les plus pures, les plus subtiles, les qualités d'être fondamentales de cet être planétaire, telles que la puissance, la volonté commune, l'amour inclusif, l'unité, la lumière, l'intelligence commune, le dévouement à l'ensemble et l'harmonie, que toutes ces qualités se réalisent à travers l'humanité. Dans une réalisation planétaire, il n'est plus simplement question que quelques êtres s'élèvent en conscience, mais bien que les qualités de la conscience la plus pure s'élèvent à travers tous les êtres, comme un seul être. Que nous soyons l'émergence d'une nouvelle humanité, une nouvelle civilisation empreinte des qualités de conscience les plus pures. Cela ne s'arrête évidemment pas à l'humanité. Une réalisation planétaire, c'est quand le règne animal, dans son ensemble, le règne végétal et le règne minéral sont chacun à leur façon, avec leurs propriétés spécifiques, le reflet fidèle, l'expression parfaite des qualités de l'être planétaire. On dit aussi que le plus haut et le plus bas ne fassent qu'un, que les qualités de la grande vie conscience, qu'on appelle aussi l'âme une, soient réelles, tangibles, réalisées. Voilà ce que peut être une réalisation planétaire. Rien que ça. Et oui, et en plus, c'est déjà en cours. Je dis bien en cours, progressivement. En cours depuis que l'homme est homme. C'est même pour ça que l'humanité est là. C'est sa raison d'être à l'humain. L'humain, c'est un véritable trait d'union. Oui, un véritable trait d'union entre divin et concret. C'est un pont, l'humain, capable de révéler cette unité fondamentale, de révéler la véritable beauté de cette grande vie, révéler que toute vie, d'ailleurs, est issue d'une même source et court à sa réalisation commune. Capable de vivre pleinement les qualités les plus pures, naturellement, dans son quotidien. On n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est en cours. Nous sommes, en tant qu'humanité, le potentiel d'une voie de réalisation divine. Beau programme. C'est donc à une belle réunion que nous vous invitons cette année. Et pour cela, pour procéder à cette réunion, nous allons nous appuyer sur 4 symboles, 4 éléments de réunion, 4 ponts essentiels pour sceller cette union entre le haut et les bas, pour sceller cette union, ce mariage entre divin et humain. L'air, le feu, l'eau et la terre. Chacun des 4 éléments étant un point essentiel pour une réunion totale et donc une réalisation complète. L'air étant le symbole de l'âme, de la conscience, de l'être, appelant ainsi une réunion entre l'être individuel et l'être global. Le feu étant le symbole du mental, appelant à une réunion vitale entre le mental concret et le mental abstrait. L'eau étant le symbole du corps sensible, qui nous appelle à une réunion entre notre sensibilité personnelle et la sensibilité à l'ensemble et de l'ensemble. La terre étant le symbole du corps physique, qui va nous demander à réunir notre créativité concrète à la créativité, une créativité concrète et personnelle, à la créativité pour l'ensemble. On verra tout ce que ça peut vouloir dire et on développera ces points de réunion au cours de ce cycle annuel. Pour commencer cette divine réunion, nous allons voir qu'il est nécessaire de se donner de l'air, de prendre une bonne bouffée d'air pur dans nos consciences. L'air donc. Nous commençons ce cycle par l'élément air. C'est évidemment pas un hasard, et on verra par la suite pourquoi l'air est la première étape. Qu'est-ce que l'air, ça représente pour nous? Qu'est-ce que pourrait nous enseigner ce symbole? Pour nous, c'est vrai que l'air, on le dit souvent, c'est la vie. Sans air, pas de vie. Ça évoque aussi un aspect subtil, pur. Plus on monte en l'air, plus il est pur, plus on associe la notion de pureté. Une autre chose, l'air est invisible, et pourtant il est bien réel.
il est bien tangible. L'air a même une masse. On fait des petits jeux comme ça dans les cours de sciences physiques. On prend un sac plastique vide et puis un autre plein d'air, et ben avec une balance très précise, on voit qu'ils n'ont pas le même poids. On sait aussi que l'air est omniprésent. Oui, l'air est partout, on le retrouve dans tout ce qui vit. Et même on dit qu'il pénètre tout. L'air est aussi la relation entre tous. On le respire tous et tout le temps. Humains, animaux, végétaux. L'air a même une influence sur les minéraux. C'est aussi un lien permanent entre tout ce qui vit. L'air est là depuis toujours. L'air est aussi une continuité dans l'histoire de la vie sur Terre. Et enfin, l'air permet aussi une relation entre l'extérieur et l'intérieur, notamment quand nous respirons. Et il permet aussi un échange entre le particulier et l'ensemble, intérieur, extérieur, particulier, ensemble. C'est vraiment intéressant du coup de voir, là dans tout ce qu'on vient d'évoquer, qu'il y a vraiment des belles analogies. On a dit tout à l'heure que l'air, dans les enseignements spirituels, c'est le symbole de l'âme. L'âme qui, comme on l'a exprimé tout à l'heure, nous parle de la conscience d'ensemble, l'âme une. Et bien on retrouve les mêmes qualités que pour l'air. On pourrait reprendre les mêmes termes. L'âme, c'est la vie. Pas d'âme, pas de vie. L'âme est subtile, pure. Il y a une citation qui dit même « L'âme est une brise pure, comme un souffle de Dieu ». L'âme, c'est les qualités d'être les plus pures que l'on puisse vivre. Et plus on monte, plus on s'élève, plus on s'éveille, comme on dit, plus on est âme, plus c'est pur. Un autre point, on a vu que l'air était invisible, et bien l'âme, elle est invisible aussi à nos yeux. Et pourtant, elle est bien réelle, elle est bien tangible, encore une fois. On la ressent d'ailleurs intérieurement. On dit des fois qu'on se sent le cœur léger quand on a une bonne conscience, quand on a bonne conscience. Et on ressent un poids quand on dit qu'on a mauvaise conscience. C'est juste une petite phrase pour dire qu'on a quand même la conscience du poids quelque part de l'âme. L'âme, on a vu aussi, si on reprend l'analogie avec l'air, que l'âme est omniprésente, elle est partout, on la retrouve au cœur de tout ce qui vit. Et enfin, l'âme est la relation entre tous. Elle nous respire tous, et tout le temps, humains, animaux, végétaux, même minéraux. Elle est le lien fondamental entre nous tous, entre tous les règnes. Encore un point, j'en avais oublié, mais c'est vrai que c'est la même âme depuis toujours. L'âme est la continuité dans l'histoire de la vie sur Terre. Et enfin, l'âme est la relation entre l'intérieur et l'extérieur, entre le particulier et l'ensemble, entre le divin et l'humain, entre l'abstrait et le concret, entre les qualités d'être les plus subtiles et les compétences formelles. C'est d'ailleurs sur ce dernier point qu'on va s'arrêter pour cette conférence, car comme on l'a dit pour commencer, nous cherchons à réunir. Et nous voyons ici que l'air est une clé, que l'air, symbole de l'âme, a la qualité de mettre en relation absolument tout, la qualité de faire se rencontrer et de proposer justement une réunion. Dans les enseignements sur l'âme, d'ailleurs, on trouve un passage définissant l'air qui dit « L'élément air, ainsi l'unité est produite ». Et oui, l'air, symbole de la relation, a le pouvoir de produire une union. L'âme, symbole de la relation, a le pouvoir de produire une union, de donner naissance, de laisser émerger plus de qualités de l'être essentiel à travers les personnalités que nous sommes. C'est même le titre de cette conférence. L'être naît de la relation. Alors que la relation engendre une naissance, c'est pas vraiment une nouveauté. On le sait très bien, et le principe est connu, du plus abstrait au plus concret, comme on dit du macrocosme au microcosme. La relation donne vie. Que ce soit la relation entre le noyau et ses électrons, qui donne vie à l'atome, dans le macrocosme, la relation entre Soleil et planète, qui pourrait donner vie à un système solaire, au-delà entre les galaxies elles-mêmes, jusque encore dans le plus abstrait, où on évoque la vie de l'univers à travers la relation esprit-matière. Pour nous, plus proche de notre capacité à percevoir les vérités de la vie, nous savons bien, déjà sur le plan physique, que la relation engendre la vie. Entre une graine et la terre du jardin, entre un homme et une femme. Mais pas seulement sur le plan physique d'ailleurs, sur le plan émotionnel, quand on est en relation avec une émotion forte, comme la colère de quelqu'un par exemple, naît en nous une émotion, de la tristesse ou de la peur ou autre émotion. Sur le plan mental,
quand nous sommes en relation avec des idées affirmées, des idées politiques ou philosophiques, naît en nous des pensées, en lien avec ces réflexions. Il y a toujours quelque chose qui naît de la relation, finalement. On le voit aussi dans les relations internationales, qui sont à la base de la naissance, par exemple, de l'Europe ou de l'OTAN, où on pourrait donner encore de nombreux exemples dans ces relations internationales. Et puis, si on y réfléchit bien, nous-mêmes, nous sommes une relation. Oui, nous, on est le résultat de nombreuses relations. Nous sommes nés de la relation entre notre père et notre mère. On est le résultat de la relation aussi avec notre époque, notre culture, nos amis, nos éducateurs. Tous les contacts en fait que nous avons eus dans nos vies, c'est depuis toutes ces relations que est né le moi, l'être, personnalité, que nous pensons être et que nous sommes un petit peu quand même. Et on est tous d'accord pour nous sentir nés de la relation. Mais on s'arrête trop souvent à la relation formelle, extérieure, horizontale, de forme à forme. Et on oublie que nous sommes d'abord nés d'une relation beaucoup plus, ce qu'on pourrait appeler verticale, nés d'une relation bien plus grande, bien plus abstraite, d'une relation à l'origine, évidemment, entre esprit et matière. Alors ça ne nous avance pas bien, ça ne nous donne pas bien quelque chose de compréhensible, mais si on zoome un petit peu plus près, dans des sphères un peu plus appréhendables, par notre intuition, on pourrait parler de relation entre l'esprit de la planète Terre, entre l'être planétaire, en tant que conscience, et ses enfants, c'est-à-dire toutes ces étincelles d'être, tous ces fragments de conscience, dissimulés, parfois au plus profond de chacun de nous. On est tous des étincelles de vie, de cette grande vie planétaire. Exactement comme les cellules de notre corps physique sont vivantes, car nous sommes en vie. Nous sommes des êtres vivants, car l'être Terre est en vie. Mais nous ne sommes pas encore vraiment en relation avec l'être en qui nous avons la vie. La relation est encore inconsciente, pas très vivante. C'est donc pas étonnant de voir que ce qui naît dans le monde actuel ne soit pas le reflet de l'unité, de l'amour, de l'harmonie, de la paix et de l'immense sagesse de cet être planétaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien, on a déjà abordé pas mal de choses, c'est peut-être temps déjà de faire un petit point avant d'aller plus loin. C'est vrai que l'introduction de ce cycle de conférences nécessite plusieurs clarifications et on a vu qu'on est en train d'essayer, dans ce cycle annuel, d'accompagner consciemment une réalisation planétaire. Une réalisation que nous avons énoncée comme étant l'expression pleine des qualités d'être les plus pures, les plus subtiles de l'être planétaire à travers toutes les formes de vie sur Terre. Que pour cela, il fallait réunir l'être individuel, personnel, avec l'être planétaire. Que pour réunir ces deux états de conscience, il fallait nourrir la relation entre les deux. Car la relation, dont l'air est le symbole, génère toujours une naissance. Et bien alors allons-y. Si la relation a le pouvoir de faire naître ce grand être d'amour en qui nous avons la vie, jusque dans l'humanité, qu'attendons-nous ? Je vous pose la question. Ok, d'accord, mais ça consiste en quoi ce type de relation ? Évidemment, ce type de relation, pour le mettre à bien, on va utiliser la méditation. La méditation qui est probablement le meilleur moyen, en tout cas à notre niveau, pour entrer en relation et développer la relation entre l'être individuel et l'être global. Mais attention, pas n'importe quelle méditation. Une méditation spécifique et adaptée à ce type de relation. Car il existe évidemment une multitude de méditations ayant toutes des vocations particulières, même si on a tendance à toutes les considérer parfois de la même façon. Alors qu'est-ce que cette méditation a de spécifique ? Quelles sont les qualités essentielles pour que la relation donne réellement naissance à un nouvel état d'être ? On va voir qu'il y a 4 règles fondamentales à respecter. Une relation qui permet cette naissance doit être claire, rythmée, consacrée et publique. Une relation claire, une relation rythmée, une relation consacrée et une relation publique. La relation claire, c'est quoi ? Premier point. C'est une relation où on sait précisément entre quoi et quoi se construit la relation. La rencontre entre deux points, la relation entre deux points, oui, mais lesquels ? On a vu comme l'air, autant que l'âme, rend toutes les relations possibles. Oui, toutes. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte à la dispersion. Si toutes les relations
ne donne pas la possibilité, si toutes les relations donnent naissance à quelque chose, toutes les relations ne donnent pas la possibilité d'une réalisation planétaire, loin de là. Il va nous falloir être très clair sur les protagonistes de cette relation. Le point duquel nous partons est bien le point de la personnalité. La personnalité, le premier point, mais la personnalité consciente d'elle-même et consciente d'être. Une personnalité qui connaît ses compétences, ses qualités, ses faiblesses, mais qui se perçoit avant tout comme un être à part entière. Et en plus de cela, qui est déjà conscient d'appartenir à un être plus grand, à une vie plus grande. Certes qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle pressent déjà. Une personnalité déjà un tant soit peu accomplie, qui choisit librement de se tourner vers cette conscience plus grande. Qui a fait le choix de rencontrer et de découvrir cet état d'être supérieur. Qui a fait le choix de cette rencontre pour se laisser imprégner, pour témoigner, pour servir les qualités subtiles de cette conscience qui nous préexiste. Voilà de quel point précis nous commençons la relation. Et on ne part pas de la personnalité qui cherche à se parfaire elle-même, à s'apaiser, à se faire plaisir à elle, à se servir des qualités d'être pour sa paix personnelle, pour son bien-être personnel, pour sa quête de sagesse et de réalisation personnelle. Pas de souci à entretenir une relation à partir de ce point du désir personnel. Simplement, cela donne naissance à autre chose. Ça participe à l'épanouissement et à la réalisation de la personnalité. La distinction entre les deux est vraiment essentielle. De ce point, donc, de la personnalité accomplie, cherchant consciemment à accompagner la réalisation planétaire, nous devons définir le deuxième point de la relation. Alors lequel ? Dieu directement ? L'être planétaire, celui qu'on nomme Sanat Kumara ? Mais même si en arrière-plan, c'est bien cette relation qui se cherche, il serait vain de chercher une telle relation. C'est beaucoup trop loin, beaucoup trop haut, beaucoup trop subtil pour notre état de conscience actuel. Entretenir une relation avec quelqu'un, avec quelque être que nous ne pouvons pas atteindre, aura beaucoup de mal à donner naissance à quoi que ce soit. Il va nous falloir trouver des intermédiaires, des points accessibles, des points relais, des porte-paroles de Sanat Kumara. C'est un peu comme si on voulait rencontrer l'esprit de la montagne, mais ça serait peut-être pas adapté de commencer par l'Everest. Par contre, pour rencontrer l'esprit de la montagne, peut-être que le Vercors, déjà, c'est une belle porte d'entrée. Peut-être qu'une montagne comme ça est déjà porteuse des qualités de vie de la montagne. C'est juste un exemple pour se représenter ça. Et il existe bien sûr des porte-paroles des qualités de cette âme une. Certains les appellent les maîtres de sagesse, les instructeurs du monde, ceux qui nous ont laissé justement des traces, des enseignements pour vivre cette relation. Ces relations qui vont permettre à la conscience d'ensemble d'émerger en nous, de comprendre, de vivre au plus proche ces nouveaux états de conscience, car eux-mêmes les vivent. Par exemple, les enseignements présents dans les livres d'Alice Bailey, qui sont inspirés par le maître tibétain, sont clairement porteurs de cette intention. Et c'est dans cette direction et dans cette intention claire que nous allons. L'air, d'ailleurs, est associé à l'âme, comme on l'a dit, mais aussi à l'est. Et ça nous indique symboliquement une direction précise. On avait fait une conférence il y a 2 ans qui traite un peu comme ça des points cardinaux et qui expliquait ça, qui s'appelle la véritable communion, si vous voulez un peu voir les analogies avec ça. Donc le deuxième point de la relation, c'est l'état d'être du maître en nous et du maître. Oui, on vise un état de conscience, et pas une personne ou une forme d'enseignement, mais l'état d'être qui est à l'origine des enseignements. L'état d'être qui a pour intention claire de vivre les qualités nécessaires à la réalisation planétaire. C'est une importance capitale, puisque nombreux sont les enseignements visant à une réalisation personnelle. À nous de bien discerner quelle intention se cache vraiment derrière les enseignants, derrière les enseignements qui nous sont proposés, et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Donc la relation, pour qu'elle porte ses fruits, pour qu'elle donne naissance, elle doit être aussi un engagement, et un engagement donc clair entre ces 2 points. C'est un peu comme dans un couple. Si on ne choisit pas clairement un partenaire, la relation ne peut pas se développer et évidemment ne donne naissance à rien.
Il faut bien deux polarités claires pour qu'il y ait un champ magnétique. On peut sentir d'ailleurs à quel point en nous, la relation est puissante quand elle est claire et clairement établie. Donc ça, premier point, une relation claire. Le deuxième point, c'est une relation rythmée. Cette relation, donc, elle doit être correctement rythmée. Pour donner vie, une relation doit être entretenue de manière régulière. On sait tous bien qu'il n'y a rien de mieux que la régularité pour vitaliser. On le voit facilement dans le monde des formes. C'est vrai que si on reprend l'exemple du couple, il faut nourrir la relation, sinon elle s'éteint. C'est la même chose pour la relation d'amour entre l'être individuel et l'âme une. Pour faire un beau jardin, par exemple, on sait bien qu'il faut mieux l'arroser un peu chaque jour, qu'il vaut mieux s'en occuper correctement 3/4 d'heure tous les matins qu'une journée entière par mois. C'est évident. On n'aura pas du tout le même jardin. Et bien il en va de même pour le monde de la conscience. La relation sera plus vivante si on l'entretient chaque jour que si on pratique seulement une retraite annuelle. C'est donc une sorte de rituel quotidien, vivant, que nous devons mettre en place pour que la relation donne vie. Ce sont des lois de la construction de toute vie. On parle des fois de pouvoir créateur de l'âme, des lois d'attraction, on entend aussi parler des devas constructeurs. Mais tout cela nous permet de comprendre pourquoi les enseignements, des fois, nous proposent de méditer aux mêmes heures, aux mêmes endroits, parfois même dans la même position. Alors la dérive, bien sûr, de cela, ça a été de mettre beaucoup trop l'accent sur l'aspect formel. Et pourtant, il reste vrai que la fréquence et le rythme est important. Par contre, au lieu de mettre toute l'importance sur la posture formelle, on peut mettre l'importance justement sur la posture intérieure, claire, sur la posture tournée symboliquement vers l'Est, comme nous l'avons dit. Et avant tout, en veillant tout en veillant à instaurer un rythme régulier. C'est vrai que c'est plus facile d'entretenir une relation avec son voisin quand on sait que tous les matins, il est dans son jardin de 7 à 8. C'est la même chose pour les êtres subtils, les maîtres de sagesse qui cherchent à relationner avec nous. Ils doivent bien savoir où et quand nous trouver. Il faudra aussi essayer de garder cette régularité, et ça, c'est pas facile, quand dans la vie, on rencontre des difficultés, quand on est en crise, quand justement la relation intérieure, on connaît tous ces passages, nous bouscule, nous fait douter, réveille des peurs en nous, ou même simplement quand notre quotidien est difficile. On dit que c'est nécessaire aussi de garder un rythme régulier pour que la relation reste vivante. On retrouve ce principe, on le voit aussi très bien dans le monde des formes, dans le monde concret. On dit souvent, les diplomates disent souvent que dans les relations internationales, ils nous disent que les diplomates, il faut absolument garder le contact, même dans les moments des pires crises. Avec Poutine, avec Trump, avec Netanyahou, avec d'autres, ils nous disent que c'est essentiel pour pouvoir construire. Essentiel pour construire les relations du futur. Les relations internationales et l'avenir du monde. Les diplomates nous disent que si les relations sont rompues, c'est pire, c'est encore plus difficile après. C'est encore plus séparateur et problématique pour le monde. C'est la même chose pour les relations intérieures. Le rythme régulier, il a bien le pouvoir de construire et de vivifier la relation. Mais la notion de rythme dans la relation nous invite aussi à une ouverture et à une perception plus grande. On doit aussi inclure notre relation rythmée, comme on l'a vu, mais dans un juste rythme, en dézoomant, en étant à l'écoute, en sentant que ce rythme s'inscrit à son tour dans des rythmes plus grands. Que l'histoire de l'évolution des consciences s'intègre dans des cycles bien plus grands que les nôtres. On n'est évidemment pas le centre du monde. Et que ces cycles de relations entre conscience globale et individuelle se vivent à des échelles qui dépassent complètement notre vie personnelle. C'est des rythmes, des cycles, des ères de milliers d'années bien plus grands à nos yeux qui ne voient qu'à l'échelle d'une vie. C'est des cycles d'ensemble pour toute vie, depuis le commencement et, comme on dit, jusqu'à la fin. Si tant est qu'il y ait une fin, en tout cas la fin dans l'histoire terrestre. Quand nous nous connectons à ces rythmes, ça nous invite à un autre rapport au temps. Et cette relation, elle doit être rythmée aussi dans quelque chose de calme. Ça va nous demander de la patience, de la persévérance. La vraie relation à l'être ne se construit pas dans un feu de paille du désir personnel
qui, à la moindre déception ou désillusion, envoie tout promener et puis change de relation. La juste relation, elle n'attend pas non plus les tempêtes de la vie pour s'y mettre. Elle n'attend pas que la souffrance ou que la douleur ou que toute autre chose ne nous laisse pas le choix. La vraie relation, elle se vit dans l'acceptation d'un rythme lent, permanent, progressif, en lien avec les cycles planétaires. On avait déjà vu ça, on ne médite pas pareil au printemps qu'à l'automne, ni à l'été qu'à l'hiver. On a déjà évoqué ça dans plusieurs conférences. On avait notamment parlé du cycle à 4 temps, qu'on retrouve dans chaque méditation, qu'on retrouve aussi dans les cycles annuels. Alignement, contact, distribution, intégration. Tout comme notre rythme à nous de travail ne se compose pas seulement de méditation, ou seulement de lecture, ou de réflexion, ou de compréhension concrète. Tout cela doit être savamment rythmé, et en lien aussi, peut-être avec les cycles astrologiques, qui nous proposent différentes pistes chaque mois pour rejoindre des états de conscience de groupe. Il y a un temps pour tout, rythmiquement. C'est à nous d'être à l'écoute des rythmes subtils, d'apprendre à les intégrer petit à petit, le plus intelligemment possible, et d'en avoir de plus en plus conscience dans notre travail. Même si, évidemment, on ne peut pas avoir conscience tout le temps. Et surtout, d'en avoir conscience pas comme une obligation, comme une contrainte, mais apprendre à ce que ça passe par un ressenti naturel. Donc cette relation rythmée, régulière, calme, patiente, à l'écoute des rythmes plus grands, mais aussi une autre façon de rythmer cette relation, avec le rythme de nos frères de chemin. C'est vrai que quand la relation intérieure devient de plus en plus vivante, on se rend vite compte que nous ne sommes évidemment pas seuls à chercher à accompagner cette réalisation planétaire, vu que c'est une réalisation d'ensemble. Alors c'est vrai que le rythme personnel pour entretenir la relation, petit à petit, doit se caler, se fond progressivement dans des rythmes de groupe, sur les compagnons de chemin avec qui nous avançons, autant intérieurement que concrètement, avec nos groupes de travail objectifs, aussi avec des personnes de notre entourage peut-être qui sont en demande, qui ont, comme on dit, un peu soif de conscience. Notre rythme de travail, il se conjugue donc à celui du groupe, s'adapte, capable peut-être de ralentir le tempo pour accompagner les plus novices et accélérer, rejoindre et soutenir les plus expérimentés. Au rythme des progrès du groupe, étape après étape, tranquillement, mais sûrement. Il n'y a pas de raccourci dans le progrès de groupe. On passe tous par des états de conscience successifs, cycliquement, dans un ordre établi. C'est sûr, on en avait déjà parlé dans d'autres conférences, mais dans cette relation à l'âme une, nous travaillons bien souvent d'abord à l'état d'aspirant, comme on l'appelle, puis celui d'aspirant-disciple, puis de disciple, puis dans d'autres avancées, beaucoup plus loin, on parle d'état d'initié, de maître, d'état même christique, d'état de conscience carrément d'un logos planétaire, stellaire. Et ça est toujours une histoire de groupe, c'est toujours une histoire d'évolution commune, à un rythme défini, et c'est à nous de sentir à quelle étape nous travaillons, au rythme du groupe, et d'apprendre à le respecter au mieux, car il faut bien se souvenir que toute vie obéit à des cycles. Et puis enfin, un dernier point sur cette notion de rythme, c'est qu'on doit aussi travailler cette relation en lien avec le rythme de l'humanité. On est à la fois capable de tendre vers des touchés spirituels les plus hauts, les rythmes et les cycles les plus élevés, les plus abstraits, mais aussi de répondre aux demandes essentielles du quotidien. Le but, c'est pas de se couper du monde, de ne pas répondre aux besoins de notre vie concrète, et un peu de fuir cette vie matérielle. Mais c'est bien d'amener, comme on l'a vu, les qualités d'être dans ce quotidien. Du coup, ça nous demande un rythme organisé, intelligent, progressif, qui respecte chaque étape du progrès et de l'ensemble. Voilà donc ce que nous entendons par relation rythmée. C'est une relation régulière, calme, à l'écoute des rythmes planétaires, du groupe intérieur, du groupe concret, et de sa progression, et de l'humanité. On pourrait se représenter cette relation un peu, pour en avoir une image, comme une respiration ample, parfaitement rythmée, régulière, calme, posée, appartenant consciemment à des respirations beaucoup plus grandes, et en lien avec des respirations communes, tout en se laissant respirer par la vie de l'âme une. Voilà sur quoi on pourrait rythmer cette relation. Troisième point,
de ce type de relation, c'est qu'on doit apprendre à ce que nous ayons une relation qu'on va appeler consacrée. Là, on rentre dans le cœur du sujet. C'est un peu le point essentiel de ce qui doit se vivre dans la relation, pour qu'elle permette la naissance de l'être, comme on l'a vu, et de sa réalisation. Et bien pour qu'une relation soit vivante, il faut s'y consacrer, s'y donner. Pas seulement s'y donner en lui donnant du temps et du rythme, comme on l'a vu, même si c'est essentiel, mais s'y donner qualitativement, en plus de la quantité. Il va falloir s'y donner pleinement, intérieurement. S'y consacrer, et consacrer, ça signifie dédier au Dieu. Alors à quoi est-ce que ça peut nous inviter dans ce travail-là ? Eh bien, dédier, se consacrer, c'est rentrer dans ce qui se vit au cœur même de la relation, en allant toucher, en allant goûter ce qui est en train d'émerger, ce qui est en train d'émerger dans le contact entre les polarités. Alors quand je dis contact entre les polarités, c'est important de se représenter qu'en tant que personnalité, on a tendance à percevoir la notion de polarité comme des points d'énergie séparés, qui ne communiquent pas, et que nous devons faire communiquer. Or, du point de vue de l'âme, il n'en est rien. On doit vraiment apprendre à se représenter les polarités, plutôt comme dans une grande fleur, la fleur de vie, comme on l'appelle. C'est représenter une grande fleur de vie en 3D. Cette fleur de vie, c'est nous. Nous, dans tous les aspects, dans tous nos aspects, ou toutes nos polarités. Car elles existent. Mais simplement, elles sont déjà en interaction. Elles sont déjà dans un monde où tout est vivant. Et c'est à cette interaction que nous nous donnons. Se donner, ça veut dire ne pas rester extérieur. C'est se mouiller, c'est s'immerger totalement. C'est devenir et être, s'identifier à ce qui se passe dans la relation. Être là où l'invisible, où l'indisible naît, où l'invisible pointe le bout de son nez. C'est vivre vraiment le nouvel état d'être subtil, au cœur de la rencontre. C'est quand on écoute, une écoute profonde de ce qui émerge entre les deux polarités. Dans un silence plein de qualité d'être, un silence long, soutenu. On l'appelle parfois un silence divin, sans mots, sans émotion. Quand tout notre être individuel se tourne et se donne à la rencontre. Consacrer, c'est donner tout ce qu'on est pour la rencontre. C'est concentrer tous nos efforts dans une tension dirigée vers un point précis, comme on l'a vu. Une tension intense et pourtant douce, calme, intense et calme à la fois. C'est un état subtil et quand on l'entend comme ça, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas une méditation molle, sans intensité. C'est pas un abandon du type laisser aller, tout lâcher, et puis on verra bien. Ça nous mène le plus souvent, des fois, alors vers un état de sommeil, de rêve, ça nous met dans le monde astral, où on perd complètement la clarté de la relation. Mais c'est pas non plus un état de volonté personnelle, qui se tend dans le sens tendu, tension, désireuse de prendre conscience, en force. Mais c'est bien un don plein, une mobilisation de tous les sens, de notre mental, de notre sensibilité, de notre corps, de toutes les forces de la personnalité, mais pas pour prendre, mais pour s'offrir à la relation en cours. C'est la relation qui fait le travail, pas la personnalité. C'est l'âme qui cherche à réunir, à relationner. C'est son but, c'est sa nature même. Et c'est ça qu'on cherche à rejoindre. La personnalité, elle donne le meilleur d'elle-même. Elle donne le terrain, le terreau favorable à l'épanouissement. C'est un don de soi où on laisse le temps de naître, où on se laisse créer par la relation à l'âme. La relation à l'âme une. On verra après dans les autres conférences à quel point c'est essentiel ensuite de mettre en œuvre cet épanouissement grâce au feu, à l'eau et à la terre, analogie du mental, du sensible et de la créativité. Mais pour l'instant, on reste sur ce temps précieux. La relation, c'est donc un peu une parenthèse ouverte, un temps suspendu d'écoute profonde à laquelle on se donne pleinement. Pour arriver à vivre ce temps béni, il faut se consacrer, comme on l'a dit.
Et c'est pas une mince affaire, parce que la spécialité de la personnalité, c'est pas tant de donner, ni de se donner, c'est plutôt de prendre. C'est pour ça qu'on doit arriver, dans ces temps de méditation relationnelle, à nous oublier un peu, même beaucoup, passionnément, à la folie, dirait la personnalité. S'oublier, ça veut dire quoi, plus précisément? Ça veut dire qu'on est prêt à se présenter, on est prêt à se présenter au nouveau, prêt à la naissance. Et du coup, surtout, important de se dire qu'on doit être prêt à laisser mourir nos vieilles croyances, nos certitudes, tout ce qu'on pensait savoir avant sur la vie, du point de vue de la personnalité individuelle, de la particule. Tout ce qui était établi en nous, stable, prouvé, sur lesquels même on s'était construit, nos modèles de vie, nos paradigmes, nos vérités, le sens qu'on avait donné à la vie, à notre rôle d'humain, à tous les pourquoi de nos fonctionnements, même nos représentations de la spiritualité. Surtout peut-être même nos représentations de la spiritualité. Comme on dit, à oublier toute chose du passé, même hier, pour s'ouvrir justement pleinement au nouveau potentiel de la rencontre. C'est s'oublier pour laisser naître le nouveau et mourir l'ancien tranquillement, en paix. C'est accepter, comme on dit, pleinement les mises à jour, chaque jour de chaque nouveau cycle. Car comme on l'a dit tout à l'heure, lors du nouveau, il y a toujours, ce nouveau est toujours porteur de plus grand, de plus inclusif, de plus beau, de plus vrai. Et ça va me remettre en question bien des visions, bien des points de vue, et tous les aspects de nos vies, ils vont être touchés. Tous les domaines d'activité de la société humaine sont d'ailleurs appelés à évoluer, sont appelés à une véritable mutation. On vous invite d'ailleurs, à propos de ce terme, au passage à aller voir en détail ceux qui cherchent justement à se révéler et pouvoir accompagner ces mutations de la société grâce au cycle de conférences de Marc et Michel sur psychosophie.net. Donc c'est donc bien un don sincère, un don pur à la relation et à ce qui en émerge progressivement que nous nous consacrons. Ça devient un intérêt même sincère pour la relation, non pour la polarité, pour ce qui profite à la relation. C'est un don sincère parce que ça a pris du sens en nous, car on a vécu, car on le vit un tant soit peu, que c'est comme ça, que c'est à travers la relation que l'être grandiose, l'être planétaire, va pouvoir se réaliser. C'est vrai que c'est un renversement dans notre conscience. Que pour construire, nous, notre personnalité, il a fallu qu'on prenne, il a fallu prendre du poids, de la taille, de l'assurance, des connaissances, prendre un travail, prendre un crédit, prendre du bon temps et prendre conscience. Et si parfois on a dû donner et nous donner, si on est vraiment honnête, il y avait toujours un petit peu l'espoir du retour sur investissement. Nos relations, d'ailleurs, la plupart du temps, dans notre quotidien, sont basées sur ce concept, même si on ne veut pas toujours le voir. Et c'est tout à fait normal. Pour réaliser la personnalité, il faut prendre. Et bien pour réaliser l'âme, il faut donner, se consacrer, s'oublier. C'est en donnant que l'on est du verbe naître. C'est en donnant que l'on est du verbe être, et pas en prenant. C'est intéressant d'ailleurs de voir combien dans les autres règnes de la nature, la notion de don est complètement présente, complètement naturelle, et nous invite nous-mêmes à cette notion de don qui permet la vie. Que ce soit du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'humain, on voit ce don absolument partout. Et bien c'est au tour de l'humain d'apprendre à se donner au règne supérieur, au règne de l'âme, et de servir ce règne. Pas dans une servitude forcée et rabaissante ou une espèce de dévotion subie, mais absolument tout le contraire, dans un service joyeux et coopératif des qualités de l'âme une, qui pourront alors s'épanouir à travers nous, pour peu qu'on s'y donne. Et puis, pour terminer, la relation qui donne vie à l'âme une doit être une relation publique. C'est vrai, souvent, quand on est engagé dans une démarche spirituelle, on a tendance à le vivre comme une démarche intime. On l'appelle d'ailleurs comme ça des fois. On considère le domaine spirituel comme celui de la vie privée, parfois même tabou. Mais ça doit devenir une relation publique. L'air, il doit pouvoir circuler. L'air, il est à tout. Il n'est pas question de retenir quoi que ce soit pour nous. Il n'est pas question de rester en apnée. Même si parfois, la pudeur, le doute ou la peur du jugement nous empêchent.
eh ben, nous devons faire l'effort de faire circuler et de faire respirer tout cela. Il y a 2 points importants pour que la relation elle devienne publique. Le premier, c'est que on a tendance à vivre la relation à l'âme en mode un peu on-off. C'est-à-dire, il y a ma vie spirituelle, mes temps de méditation, de lecture, de stage, ma pratique, et puis il y a le quotidien, mon travail, ma famille, mes amis, mes activités, les loisirs. Et les deux ne se connaissent pas. Un peu comme 2 bulles d'air différentes, 2 vies séparées. Et on switch très facilement de l'un à l'autre sans même nous en rendre compte. Et sans le voir, on coupe véritablement la relation. On sépare la respiration entre l'âme groupe, entre la respiration intérieure et le monde de la personnalité. Eh bien, on doit faire consciemment respirer les deux ensemble et maintenir la relation vivante. Ça veut dire simplement qu'on doit essayer de garder le contact avec le vécu de la relation intérieure jusque dans nos relations extérieures. Garder à l'esprit le vécu intérieur de la méditation, l'état d'être qui s'est éveillé en nous. Le garder le plus vivant possible, jusque dans notre quotidien. C'est pas facile, mais c'est un apprentissage. C'est une espèce de double conscience qui se cultive au quotidien, à la fois âme, à la fois personnalité. Un peu une respiration continue, comme on voit dans certains musiciens à la pratique. Et puis le deuxième point, c'est que quand on veut bien, par contre, rendre publique la relation, souvent on se trompe et on partage la relation, on la rend publique, mais beaucoup trop bas. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut faire circuler, respirer notre vécu intérieur en le racontant à tout bout de champ. Raconter ce que cela me fait, pourquoi cette pratique est super, en argumentant, la plupart du temps d'ailleurs en cherchant à convertir, à persuader les autres des bienfaits de notre relation intérieure. Mais rendre public, ça veut dire avant tout de partager, de faire respirer un état d'être. C'est d'oser vivre ce nouvel état d'être en nous, jusque dans nos relations aux autres. C'est un peu oser laisser respirer en nous, cette respiration intérieure, verticale, s'affirmer en nous, ce qui se vit dans cette relation à l'âme une. Et non l'état d'être habituel du petit moi du quotidien. C'est pas d'en parler forcément, mais simplement de le vivre le plus intensément possible, afin de le partager, afin que les autres puissent le respirer à travers nous, que chacun puisse être en contact avec une posture intérieure chargée du vécu de la relation à l'âme. Que cela se sente, qu'il y ait une espèce d'ambiance intérieure à travers nous, de conscience plus subtile, plus pure. Et que cela puisse être inspirant et possiblement, du coup, stimuler chez les autres, questionner les autres et stimuler à la relation à l'âme. Parce que l'âme, évidemment, elle œuvre dans tout être. Tout le monde est porteur de ce point-là. Mais tout part de l'état d'être. Après, on peut avoir confiance que s'il y a des demandes, alors il y a des mots, il y a des choses qui vont venir pour pouvoir partager, mais ça viendra complètement naturellement à partir du vécu. On est donc invité à rendre la relation publique. Voilà, de manière un peu plus claire, ce à quoi nous sommes invités à vivre lorsque nous accompagnons l'idée que l'être naît de la relation, qui était le thème de ce soir. Avant de se quitter, toutefois, c'est intéressant de prendre un petit temps pour se projeter, un tant soit peu, sur les conséquences inévitables si l'on se met à entretenir une relation claire, rythmée, consacrée et publique. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être 1 ou 2 points. C'est que déjà la relation entre la conscience individuelle et la conscience de groupe, entre l'âme et l'âme une, comme nous l'avons défini, par la méditation, ça apporte une véritable bouffée d'air pur. Et ça nettoie véritablement l'air vicié de tous nos vieux états d'être. Et ça aura comme conséquence que cette nouvelle relation intérieure, quand elle est suffisamment vivante en nous, ça va colorer aussi nos relations au monde. Ça va même un peu bouleverser nos modes relationnels. Nos futures relations, elles vont se faire à partir d'un nouveau point de conscience, si c'est vivant en nous, d'un nouvel état d'être au monde. Et on ne va plus être en relation de personnalité à personnalité, de forme à forme, mais petit à petit, si la relation est vivante en nous, on va pouvoir relationner aussi à l'extérieur d'être à être. À partir de cette relation vivante, à l'âme une,
on change complètement nos modes de relation, jusque dans les relations extérieures, qui seront elles-mêmes complètement le reflet de la relation intérieure. Et là, on va montrer une véritable curiosité de l'autre, un véritable intérêt à la relation à l'autre. Qu'est-ce que vit l'autre intérieurement? Quelle qualité d'être émane de lui? De quoi il est porteur dans tout ce grand schéma d'évolution, dans toutes ces réalisations de l'être planétaire? Quelle est sa note à lui? Quelle est sa petite subtilité qui nous parle de l'être global? Et puis, qu'est-ce qui se travaille dans notre relation? Qu'est-ce qui se cherche à naître? Qu'est-ce qui cherche à naître dans notre interaction? Quelle nouvelle vérité, quelle nouvelle compréhension de l'être global se dégage? Sachant que nous sommes tous le reflet de ce grand être. Et ça ne sera pas seulement avec les humains, mais aussi une nouvelle relation avec les animaux, avec les végétaux, et même avec les minéraux. Depuis ce point de vie intérieur, on peut se rencontrer différemment. On va pouvoir voir toute la beauté, la qualité à l'arrière-fond des différentes formes de vie. On peut voir nos semblables, tous nés de cette relation à l'âme une, tous frères, tous poussés par cette relation, quel que soit son apparent degré d'évolution. Et ce type de relation profite à tous et font émerger les qualités d'être de chacun, et donc profitent aux qualités d'être elles-mêmes. On parle souvent des justes relations. On se demande, qu'est-ce que c'est que les justes relations? Du point de vue de la personnalité, souvent ça se résume à une relation qui profite aux deux polarités. Du coup, on pourrait dire que la relation entre un milliardaire et un dictateur, ou un chef d'État, elle est juste, puisqu'elle profite aux deux. Ils se financent l'un l'autre, chacun tire parti, tire profit de la relation. Ah mais pas du tout. Du point de vue de l'âme, il n'en est rien du tout. Une juste relation, elle doit profiter à tous. Et même au-delà, elle doit profiter, la juste relation, elle doit permettre, elle doit faciliter l'émergence d'une conscience plus grande. Elle doit faciliter l'émergence d'une conscience plus inclusive, plus ouverte. Et ça, bien sûr, ça profite à tous, depuis les plans subtils. On vous propose et on vous conseille d'essayer ce type de relation à partir de la relation intérieure, et d'essayer de mettre en pratique, de s'entraîner un tant soit peu, même si on n'y arrive pas, même si c'est difficile, même si on ne sait pas trop, mais de maintenir cette relation intérieure de notre relation au niveau de l'âme, au niveau de l'être, d'essayer de la maintenir un maximum et d'expérimenter dans notre quotidien, quand on part de ce point-là pour relationner aux autres, et d'essayer de voir ce que ça donne. Et une autre conséquence de cette nouvelle relation intérieure aussi, c'est de réunir tout ce qui semble si différent, tout ce qui nous semble si séparé. On évoquait au début de la conférence à quel point le monde d'aujourd'hui semble divisé et déchiré. Du point de vue de l'âme, ça ne se voit pas comme ça. Le monde, il est vu comme une réunion en cours. Quand on relationne et qu'on porte notre regard sur le monde à partir de ce point de vie intérieur, le monde est vu comme une réunion en cours. Il est vu comme une grande réunion globale entre esprit et matière, entre conscience et forme, à travers toutes les formes de vie. Et ça nous donne une vision complètement globale et intemporelle. Et de cette vision globale et intemporelle, on voit simplement des énergies à l'œuvre vers cette union. Des énergies qui œuvrent pour unir, qui œuvrent pour cette union sacrée, malgré toutes les divisions apparentes et passagères. On voit que la réunion est en cours. Ça génère forcément en nous, si on le regarde comme ça va générer du détachement, du relativisme, de la patience, de la coopération intérieure à tout ce qui est à l'œuvre, à tout ce qui se subtilise et se transforme autour de nous, dans la société, partout dans le monde. Il faut bien prendre conscience que lorsque nous entretenons une relation au monde du point de vue de la personnalité, du point du moi et les autres, de ceux qui ont raison, de ceux qui ont tort, de ce que j'aime ou n'aime pas, nous participons, à travers ces relations, nous nourrissons et participons à la naissance du monde des polarités, du monde de la particule, spécifique, différenciée de l'ensemble. Et on nourrit ainsi, sans s'en rendre compte parfois, les énergies constructrices à la réalisation individualiste. Alors bien sûr, on a dit que ça fait partie du chemin
Mais si on continue plus que nécessaire sur notre chemin à nourrir ces énergies, alors on entretient des relations toxiques. C'est ça qu'on pourrait appeler des relations toxiques. Toxiques pour la mune, pour les qualités et pour sa réalisation. On rentre actuellement dans l'ère du Verseau et il est grand temps de participer activement aux énergies constructrices de la réalisation planétaire. Alors, l'être grandiose, l'être puissant, d'amour, harmonieux, intelligent, comme on l'a décrit tout à l'heure, dont on ne soupçonne même pas la beauté, va pouvoir naître en nous, va pouvoir s'épanouir à travers nous et se révéler grâce à la relation. Grâce à l'humain consacré, nous allons assister petit à petit à l'apparition sur Terre d'une nouvelle humanité, à une seconde naissance de l'humanité, qui engendre des nouvelles civilisations, porteuses des qualités d'être, vivant selon les valeurs intérieures. Et tout ça est déjà en cours pour celui qui ouvre l'œil. Il faudra bien sûr aller plus loin qu'un état d'être. Il faudra bien sûr, pour que cette naissance se réalise pleinement, comme on dit, passer par le feu, par l'eau et par la terre. Et c'est ce chemin que nous continuerons d'explorer lors des 3 prochaines conférences de 2024. Voilà, bonne relation de groupe à tous, et puis que l'air, comme symbole, puisse nous faire garder à l'esprit à quel point nous sommes unis, reliés, en permanence, depuis toujours, entre nous, et au plus grand et au plus pur. À bientôt.